le thème de la table ronde que nous allons entamer, c'est comment rêver le jeu de rôle à présent. Alors à présent, ça veut dire aujourd'hui, mais ça veut dire aussi, compte tenu de l'expérience que les acteurs de ce milieu-là ont pu accumuler, et compte tenu de différents éléments d'actualité, de débat, etc., qu'on a tous plus ou moins présents à l'esprit. Ce que je voudrais dire avant de commencer, c'est que j'ai essayé de proposer des thèmes qui soient volontairement un petit peu dissidents, un petit peu provocateur, un petit peu qui fasse un vide qui soit particulièrement fertile et fructueux. Voilà. Alors, je vais présenter les intervenants. Donc, je remercie évidemment les organisateurs du colloque et puis Isabelle qui m'a proposé de co-animer. Donc, Isabelle Perrier. Dont il faut dire au passage qu'elle travaille pour Jeux de rôle Magazine. Je pense que c'est important de dire qui fait quoi, parce qu'évidemment on est tous plus ou moins partie prenante. Le groupe, que je connais depuis bien longtemps, et j'ai eu l'occasion de tester certains de ces univers, des fois 10 ans avant que le grand public en entende parler, ce qui était un privilège. Sébastien Serrin, qu'on ne présente plus, mais qui s'occupe, qui est une sorte de figure presque mythique du jeu de rôle, mais qui travaille actuellement pour le jeu de rôle Mag, les 12 singes, si j'en oublie, tu me le dis. Oui, Titane un peu, et puis d'autres qui ne sont pas directement dans le jeu de rôle. Et alors, on ne s'était pas encore rencontrés tous les trois, donc du coup, je ne sais pas qui. Guess. Vas-y. Je sais pas, je vais tenter au hasard. Tu es Vivien ? Perdu. Et voilà, une chance sur deux. Alors, donc tu es Mathieu. Et Mathieu ? Moi, je suis Mathieu Emery. Je suis pas vraiment. Je suis pas exactement extrêmement impliqué dans l'édition de jeux de rôle. Je ne pas le micro. Il y a un petit interrupteur à la base. Là, sur le côté. C'est que j'ai peut-être en dessous. Comme un sabre laser. Plus l'habitude du sabre laser. Donc je suis moins traducteur pour le collectif PTG-PTB. On essaie de vous fournir un peu, de sélectionner ce qu'il y a de mieux sur le web, en particulier tout ce qui est de la forge, etc. Et, on va sans doute traduire du synesthétique aussi un jour. Et on essaie de vous traduire tout ça le plus fidèlement possible et avec des traductions les plus exactes possibles, ce qui demande énormément de boulot, vous pouvez l'imaginer. Et à part ça, je fais pas grand chose dans le jeu de rôle, c'est normal que vous n'ayez jamais entendu parler de jeu de rôle. Et donc Vivien. Oui, Vivien Féasson. Donc moi je suis traducteur sur la gamme de l'Appel de Cthulhu pour Sans Détour. Je suis aussi donc auteur de jeux, donc j'ai écrit avec les éditions Icar Les Errants d'Ukiyo et écrit à titre indépendant Perdu sous la pluie. Donc j'interviens de temps en temps quand j'ai l'occasion, avec plaisir, sur le podcast de la cellule, donc de Romaric Briand. J'ai ma section et je fais partie donc du collectif, on peut appeler ça un collectif des ateliers imaginaires, avec notamment Fabien Klein, et Isaac qui sont là. Bon, et à part ça, je suis aussi thésard en traduction. Voilà. Alors, j'ai prévu quelques thèmes, mais peut-être qu'on ne pourra pas aller au bout, parce que peut-être que ce sera la bagarre générale avant. On va voir. Le premier, ça consiste à ce que je disais là, en introduction, le fait que dans le jeu de rôle, me semble-t-il, on a tendance à revenir souvent aux mêmes choses, et des choses qui peut-être ne nous font plus autant rêver qu'avant. C'est ce que j'ai appelé l'éternel retour. Est-ce que rééditer sans arrêt les grands anciens, c'est pas un peu lassant? Je posais la question à ceux qui le font, et ils ne sont pas là aujourd'hui. Alors, on prendra des questions, mais à la fin. Hein, vous allez probablement bouillir, trépigner sur vos sièges, on prendra les questions, je le promets, mais à la fin.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes observateur Pour ce qui est de la réédition des grands anciens, je n'ai pas trop d'avis, à part le fait que effectivement Bloodlust, c'était bien de le faire, mais c'était pas une réédition, c'était un remake. Donc déjà, il y avait une petite différence d'approche. Après, c'est vrai que mon petit personnage, je suis assez fan des productions ESR, donc Old School Renaissance, que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a vraiment bien bluffé sur plein d'approches, comment faire du neuf avec du vieux, et puis surtout, il y a plein de mécaniques qu'on a oubliées et qui en fait étaient déjà là dès le début et sont extrêmement modernes et ont été éliminées des corpus de règles parce que on a vu apparaître les compétences et puis nature attitude et puis plein de choses au fil du temps, et au final il y a plein d'éléments du corpus des corpus de règles initiaux qui ont été éliminés mais qui mériteraient certainement qu'on les ramène. Après, j'ai pensé à un autre truc et je ne sais plus quoi, mais ça va revenir. Donc, Ouais, je vais te répondre par une question, parce que je suis un peu jésuite sur les bords. À quoi ça sert qu'on réédite encore Hamlet aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, pas encore eu l'occasion de le feuilleter. Et que moi, en tant que plus jeune joueur, je suis assez content de pouvoir retrouver Ars Magica, Lion Noir et des grands classiques. Je suis content de ne pas avoir, typiquement, s'ils pouvaient rééditer pour nous éviter d'avoir à débourser 50 € au marché noir pour arriver à le trouver, ça pourrait être sympa aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque part deux dimensions aussi là-dedans. Il y a l'aspect, on va dire, artistique ou œuvre, ou peu importe ce qu'on met dedans. Donc effectivement, pourquoi rééditer Hamlet? Comme tu dis, hein, ça paraît pas aberrant. Heureusement d'ailleurs qu'on le réédite pour que les gens soient effectivement pas obligés de débourser des milliers d'euros pour le récupérer. Et d'un autre côté, il y a aussi une notion un petit peu qui va l'opposé de ça, c'est l'idée de progrès, comme si quelque part qui va avec l'idée de produit aussi, de fournir le meilleur jeu de rôle possible. C'est pour ça qu'il y a apparemment des rééditions, par exemple de l'Appel de Cthulhu, qui sont jamais tout à fait les mêmes, ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on réédite pas, c'est comme si on disait, bon, Hamlet c'était cool, mais quand même il a abusé au niveau des adjectifs, c'était pas terrible, donc on va faire une V7 avec un Kickstarter et on va enlever les adjectifs. Voilà, donc il y a deux visions comme ça qui s'opposent. Je suis pas sûr qu'après, moi j'aurais du mal à dire qui a raison, qui a tort et à quel niveau, parce que je pense pas que ce soit de toute façon des absolus, mais voilà. Oui, je crois qu'il est content de rééditer. Je parlais de grands anciens, finalement c'est ce que dans d'autres genres littéraires on dirait les classiques finalement. On estime qu'il y a un corpus qu'il faudrait avoir lu ou qui devrait être disponible. Et le problème c'est que comme c'est pas non plus... on n'a pas l'éducation nationale à côté de nous pour dire à tous les enfants de 6e vous devriez lire Donjons et Dragons. Et puis en 5e, vous devriez lire l'Appel de Cthulhu. Ça arrangerait les éditeurs, mais c'est pas le cas. Donc du coup, c'est vrai que là, en ce moment, tu fais allusion, il y a une espèce de frénésie où finalement, c'est pas seulement qu'on réédite, c'est-à-dire que la réédition, elle est jumelée à des opérations de marketing opérationnel, de nouvelles formes de concevoir un plan média. J'imagine que si tu l'inscris à l'ordre du jour, c'est aussi parce que ça fait, une notion polémique, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des abus ou que de l'extérieur, ça paraît parfois excessif. Je crois que surtout que, c'est bien que ça ait lieu, c'est encore mieux si ça enrichit l'œuvre, parce qu'effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle dont le niveau soit celui d'Hamlet, donc ça peut être aussi pertinent de se poser la question des traductions, puis j'espère qu'ils vont se la poser, pour une V7 par exemple. Mais je ne sais pas en fait si la question, il faut la poser aux éditeurs, aux traducteurs, aux auteurs. En fait, je crois que c'est plutôt une question pour vous, quoi. Qu'est-ce qui fait que dans votre relation au jeu de rôle quand c'est un marché, c'est-à-dire en fait c'est des produits en boutique, vous allez plutôt aujourd'hui, c'est la réalité objectif que les distributeurs nous donnent, plutôt acheter la réédition d'un classique que la proposition innovante, inédite, d'un éditeur qui se bat pour la francophonie ou pour un catalogue inédit de créateurs.
Et qu'est-ce qui fait après que pour inclure dans la discussion l'aspect un peu polémique, qu'est-ce qui fait que vous préférez le faire en donnant l'argent directement à l'éditeur, et y compris en considérant qu'il faut aussi donner une commission à une structure financière qui est basée peut-être dans un autre pays qu'un pays de la zone euro, donc finalement on pourra donner de l'argent à des gens qui dissimulent de l'argent dans les paradis offshore, plutôt que de sortir de chez vous, prendre le métro, le bus, la voiture, vous arrêter au parking, dire bonjour au monsieur qui tient une boutique, essaye d'en vivre. Enfin voilà, je pense que c'est plutôt une question pour vous en fait. En tout cas, si je regarde la couverture de Jeux de Rôle Mag actuellement en kiosque, je vois l'appel de Cthulhu. Si je regarde Casus Belli, le numéro en cours, je vois l'appel de Cthulhu. Oui, mais en fait, nos amis Casus Belli sont dans la salle, donc peut-être qu'il va falloir leur donner la parole à un moment donné, mais là on n'est pas en train de parler d'un éditeur en fait. C'est-à-dire que quand les entreprises qui possèdent ces titres font un magazine spécialisé ou une presse en kiosque, en fait ils sont un acteur de la sphère économique et sociale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne se contentent pas de donner un éclairage sur la création ou sur l'édition. Non, ils sont un acteur du marché. C'est-à-dire qu'ils accompagnent en fait tous les autres acteurs du marché, c'est-à-dire les magasins, les éditeurs dans leur démarche commerciale. Donc je pense que ce n'est pas à mettre au même niveau. On accompagne aussi une réalité. C'était juste pour te titiller un peu. C'était un tir d'opportunité. Le deuxième thème que j'ai mis à l'ordre du jour, c'est la question de la dimension numérique. Les pratiques changent et avec l'apparition du numérique, on se retrouve à jouer avec des gens qu'on n'a parfois jamais rencontrés, qui sont parfois à l'autre bout du monde et qui se lèvent au milieu de la nuit pour participer à l'aventure. Ça casse quand même les habitudes qu'on avait de se retrouver autour d'une table et de socialiser d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que le futur des jeux, et du jeu de rôle en général, et des jeux, et du développement des jeux en particulier, passe obligatoirement par cette dimension numérique? Ou est-ce que, au contraire, vous pensez qu'un retour à la convivialité à l'ancienne, ou maintenir en tout cas cet aspect-là est important? Est-ce que vous avez déjà participé à animer des parties à distance? Alors, bon, moi je mène et je joue par Roll20 et Hangout depuis 3 ans maintenant. Donc une fois par semaine. Plus j'ai eu l'occasion de faire des tests aussi de jeux par Hangout, j'en ferai sans doute beaucoup plus l'année prochaine. C'est pas différent d'une table de jeu normale en fait. Donc il n'y a pas d'opposition à donner, à part le fait qu'on ne peut pas se passer les chiffres d'un bout de la table. Mais c'est à peu près la même chose. Alors il y a des dimensions légèrement différentes. Il y a un plus grand respect de la parole nécessaire pour jouer en ligne. Il y a des temps de connexion qui sont éventuellement plus courts ou plus définis. C'est 21h, 23h, mais à 23h on arrête et on se déconnecte et puis voilà, c'est comme ça. Il y a des éléments supplémentaires qui arrivent avec le chat, avec des chats écrits en même temps, etc. Il y a des éléments techniques supplémentaires, mais en réalité, moi j'ai 2 autres parties à la maison chaque semaine, plus celle-là, et il n'y a pas de vraie différence en nécessité de préparation, en nécessité de présence. Voilà, donc après, par contre, c'est les outils peut-être qui, pour l'instant, notamment Roll20 ou des choses comme ça, sont très orientés jeux tactiques, Pathfinder, compagnie, etc. Il y a moins d'outils pour un jeu plus ambiance. Et comme c'est essentiellement des choses, Roll20 est tenu par des Américains, c'est vrai qu'ils ont une grosse majorité de joueurs payants de MJ payants qui vont dans cette direction-là, donc c'est vrai que c'est plus orienté comme ça. Maintenant, voilà. Après, ça ne va pas changer
Par contre, c'est plus intéressant, je trouve que ça rejoint le phénomène de la traîne numérique, par exemple pour la musique, etc., où avant, les majors étaient prescriptrices de ce qu'on doit écouter et ce qu'on ne peut pas écouter. Éventuellement, dans son bled, on pouvait avoir 3 fans qu'on réunissait le samedi dans son garage. Et puis avec l'arrivée du numérique, tout d'un coup, on a 3 fans dans son bled, et 3 fans dans le bled d'à côté, et puis un là-bas, et on finit par avoir suffisamment de fans pour pouvoir payer un album, etc. Et avec forcément une diminution, puisqu'on se retrouve avec une traîne très longue, avec une diminution des ventes sur les acteurs, sur les majors. Mais du coup, quelque part, ça permet ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, les joueurs qu'on ne pouvait pas trouver, avec lesquels on a envie de faire tel type de jeu, et qu'on ne peut pas faire avec son groupe habituel, tout d'un coup, si ton groupe n'a pas envie de jouer à Cops parce que jouer des flics, ça fait chier, et tout d'un coup, on peut trouver 2 ou 3 personnes pour jouer à Cops ailleurs, qui eux seront intéressés et qui pourtant habitent à Limoges, l'autre en Suède, le troisième. Voilà. Je peux juste te poser une question, parce que tu as l'air de plus technophile d'entre nous à ce niveau-là. Est-ce que du coup tu as recours plutôt à un PDF quand tu fais jouer à travers Roll20 et tout ça, ou est-ce que tu préfères finalement, malgré tout, utiliser un livre En fait, comme je suis à mon bureau, je peux avoir mes bouquins, je peux avoir mes notes. J'ai d'autres outils que le PDF en fait, pour partager, comme c'est beaucoup des jeux en test ou des jeux en développement. J'utilise beaucoup Evernote qui me permet de copier depuis Word dans Evernote et de partager mes notes directement sur le web avec d'autres utilisateurs d'Evernote. D'organiser les notes aussi, donc d'y accéder plus rapidement. Mais là encore, en fait, c'est pas très différent de la partie sur table, parce que sur la table, j'ai ma tablette sur laquelle j'ai Evernote, avec mes règles aussi. À chaque fois que j'ai besoin d'une référence ou un truc, je fais un clic de doigt et en avant, quoi. Par contre, l'intérêt du PDF, c'est que du coup, si j'ai besoin, quand je produis un PDF, etc., je le mets à dispo, je le mets sur mon FTP, je le mets à dispo sur mes joueurs, et ils y ont accès, quoi. Ils ont accès aux listes de sorts, ils ont accès si j'ai besoin de faire un copier-coller de « ok, tu reçois tel pouvoir, ou tiens, tu as telle herbe de médecine qui a telle propriété », c'est sélectionner, copier dans le chat, et puis lui il met ça dans sa feuille de notes qu'il a chez lui sur son ordinateur. Alors qu'autour de la table, soit je lui file le bouquin et il recopie, soit je lui dicte. Donc les rapports techniques sont légèrement différents, mais ce que tu gagnes à côté, tu vas le perdre sur d'autres éléments de finesse, notamment par exemple les postures physiques, les mimes, des choses comme ça. Et en réalité, mais tout finit par créer une moyenne en fait, qui fait que tu perds pas de qualité de jeu en fait. Oui, moi j'ai pas eu pour l'instant l'expérience, je pense que ça finira par venir, j'avoue que j'ai pas encore osé passer le pas, mais c'est plus une question de manque d'habitude. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a une crainte liée à nos vieilles habitudes, mais finalement c'est une autre forme de sociabilisation, mais ça reste une sociabilisation, on reste avec des vrais gens, on n'est pas avec on les voit en plus quelque part, on entend leur voix, alors effectivement il y a une forme de mise à distance, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'accrocher, parce que ça va permettre aussi peut-être au contraire de développer finalement des groupes qui se séparent par la force des choses. On est muté ailleurs, on trouve du boulot, enfin, peu importe, quoi. Tout ce qui a causé beaucoup de problèmes, j'ai l'impression, à toute une génération de rôlistes, puis à une autre peut-être encore ensuite, quand ils ont grandi et qu'ils ont fini par quitter l'université, et voilà, quoi. Moi j'en ai fait un tout petit peu avec Rollistique. Et alors ce que tu disais sur les interfaces, je pense que c'est vrai. En fait, moi je suis extrêmement visuelle et perdre la communication visuelle parce qu'on n'a pas de webcam ou quoi que ce soit, ça m'a beaucoup perturbée. Mais effectivement, il y avait d'autres trucs pratiques. Et quand j'ai regardé 5 minutes du jour du grenier où on voit tous les personnages, je me suis dit que c'était peut-être ça le remède en fait, parce que étant aussi grande joueuse de jeux vidéo, TeamSpeak et tout, enfin voilà, c'est habituel et effectivement il y a un lien social terrible qui passe. Mais quand on est visuel, c'est un vrai problème en fait, parce qu'on se retrouve très vite à regarder son mur ou à regarder ce qu'il y a sur son bureau, et ça c'est le mur parce que du coup on a dégoûté. Et voilà, je pense que c'est un problème technique en fait, quand on arrivera à se voir en même temps. Là avec Hangout, c'est un système de conférence, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais celui-là est quand même
plutôt facile d'accès. Moi j'ai joué longtemps à Skype, par Skype, donc on avait juste le son. Alors du coup ça nécessitait des séances relativement courtes, rarement plus de 2 heures, parce que ça demande un énorme effort de concentration, mais étonnamment on avait aussi une forme d'immersion dans l'histoire, dans le récit et dans les personnages, etc., qui était décuplée. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus court, mais comme on avait une vraie nécessité de concentration, ça emmenait à d'autres sens, enfin, au niveau tactile, au niveau, je sais pas, au niveau des sensations, ça amenait à une autre forme d'immersion, quoi. Voilà, après, je pense que effectivement jouer avec l'image, c'est quand même ça lève une partie des ambiguïtés, ça lève une partie des problèmes de concentration. On voit qui parle, comment on réagit, parce qu'il y a toujours le moment où le type se prépare à parler, le joueur se prépare à parler, donc on le voit et hop, on peut orienter son attention sur lui tout de suite, ou éventuellement avoir un mouvement d'œil qui est visible en fait à la caméra, suivant qui on regarde en bas d'écran. Donc il y a un confort supplémentaire. Mais c'est vrai que, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur le fait que, au niveau logistique, il y a un gros avantage à jouer à distance, surtout quand on a très peu de temps et très peu de moyens. 3 minutes avant le début de la partie, on peut être à faire complètement autre chose. On peut ranger son linge, finir de débarrasser, coucher les enfants. On n'a pas besoin d'être physiquement présent ou d'accueillir les copains, de préparer la table, de ranger les dernières chaussettes sales pour les glisser sous le sofa pour que tout le monde soit là. On peut être vraiment, puis on peut jouer en calcif, c'est pas un souci, quoi. Ouais, parce qu'on est visé comme ça. C'était un exemple. Ouais, c'est pas où et du coup, au moment où on arrête tout de suite. Alors, ça arrive en fait, moi ça m'arrive assez régulièrement de rester discuter avec des joueurs après la partie. Quasiment tout le monde se déconnecte, puis il y en a qui me disent tiens, j'ai 3 questions, et puis on reste à discuter pendant une demi-heure derrière. Donc du coup, tu vois, on rejoint quand même, il reste une sociabilité, un partage et une convivialité quand même, quoi. Mais par contre, le jour où on se déconnecte, ok, salut les gars, la semaine prochaine, et puis 2 minutes après, on peut retourner au boulot, on peut retourner faire ses trucs. Ça peut être... ça élimine aussi la nécessité de sortir de chez soi, de perdre une demi-heure dans les transports en commun pour aller au club, etc. Ce qui est pas rien, parce que moi, sur mes 2 autres parties dans la semaine, mes joueurs viennent souvent de 30 bornes à la distance. Enfin, ils ont une grosse demi-heure de route aller, une grosse demi-heure de route retour. Ça se comptabilise dans le temps de partie en réalité, pour eux en tout cas. Et moi, quand je me déplace, ça se comptabilise aussi, quoi. Rapidement, je vais faire le vieux con nostalgie du coup. Moi, ma meilleure partie, ça reste du Cthulhu dans un local sordide avec une vieille une chandelle pour toute lumière et un vieux balai qui essaie de coincer la porte, qui essaie de retenir la nuit d'orage qu'il y avait devant. Ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage de le perdre. Après, je suis absolument persuadé qu'on va gagner énormément de choses de l'autre côté, notamment en termes de réactivité, en termes de concentration, en termes de possibilités de jeu. C'est super intéressant. Mais bon, il y a quand même ce truc-là qu'on perd. Les fraises Tagada peuvent jouer un rôle essentiel dans la partie, surtout quand on joue des bisognes. Juste pour dire, en fait, je suis pas d'accord avec l'idée qu'on perde, parce que en fait, on ajoute une possibilité. Ça veut pas dire que c'est une obligation. Sauf après, bon, si les gens ont plus envie de sortir de chez eux, qui restent devant leur écran, c'est un problème. Mais je veux dire, c'est aussi leur responsabilité. Et je pense que malgré tout, on a quand même du plaisir à voir les gens. Et je pense pas que ça remplace ça. C'est juste que si des fois on n'a pas l'occasion, on n'a pas la possibilité, ou on a envie de voir des amis qui sont loin et qui peuvent pas, ou comme on a des enfants, effectivement, ça peut être. Moi, je me pose la question en ce moment. Effectivement, c'est une vraie problématique qui arrive. Voilà, je pense que faut plus voir ça comme un ajout de possibilité que comme un remplacement, quoi, en fait. Sauf, bon, après, je peux me tromper, peut-être qu'un jour on commencera à me dire « Ah non, j'ai pas envie de me déplacer, fais ça par chat. » C'est un peu triste, mais voilà, il faut voir ça comme un plus. Comme le temps tourne, je vais enchaîner sur le thème suivant. Alors, ce magazine, le magazine Dissident, le 12 actuellement, a été réalisé pour son numéro 1 par financement participatif.
À l'époque, nous n'avions pas mangé de vers de terre. Le thème suivant, c'est, à votre avis, est-ce que trop de financement participatif tue le financement participatif? Et par ailleurs, qu'en dit votre carte bleue? Moi, j'ai plutôt envie de me positionner par rapport au type de financement participatif, quoi. J'avoue que, à titre personnel, je ne suis pas fan de la surenchère que ça induit. Je ne suis pas fan de l'idée que, voilà, on est en fait dans la démonstration, comment dire, on est en plus de suppléments gratuits, plus de choses, on est dans la surenchère des offres, surenchère des images aussi. Moi qui suis pas dessinateur, hélas, et qui veut écrire des jeux, et qui considère que finalement l'essence du jeu, ça reste quand même ce que j'écris, je vois la part prépondérante que tient l'illustration là-dedans, au détriment quelque part du contenu du jeu lui-même souvent, des mécaniques, etc. Voilà, moi je m'inquiète un petit peu de ça, et après, bon, après il y a la question des boutiques aussi, mais là j'avoue que je ne suis pas super versé là-dedans, et effectivement, quelque part, à titre personnel, je regrette un peu l'effacement des boutiques au fur et à mesure du paysage, mais j'ai l'impression que cet effacement avait déjà un petit peu commencé avant l'apparition des Kickstarter, donc ça se discute. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, le seul risque que je pourrais voir, c'est qu'effectivement, les grosses campagnes de financement qu'on voit pour des trucs où, au final, peut-être que je me trompe, parce que foncièrement, je connais rien à l'industrie du jeu de rôle, mes camarades me corrigeront, mais j'ai pas l'impression que sur des jeux comme Pavillon Noir ou Ines MD5, il y avait un réel risque éditorial. Pour moi, le but du Kickstarter, c'était vraiment de donner à des types qui font ça un peu dans leur cave et qui n'ont vraiment pas les moyens de financer le jeu, pouvoir se lancer. Ce serait vraiment dommage de perdre ce côté-là, justement le côté auteur indépendant qui pourrait se lancer. Après, l'avenir dira si mes craintes étaient fondées ou pas. J'espère qu'on continuera à garder les deux des meilleurs mondes. Et pour les boutiques, je suis comme mon camarade, je n'ai pas spécialement d'idée. J'essaie d'aller en boutique par acte militant, mais j'en sais rien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on prendra toutes les questions à la fin, on s'arrête suffisamment à temps pour permettre une bonne dizaine de questions. Promis. Oui, enfin, le risque, déjà, ce ne sera pas le même risque selon où on est dans le paysage. Est-ce qu'il y a quelque chose de fatal? Non, je ne crois pas. Enfin, non, mais là, pour vous donner brièvement un peu des sortes des idées pour que vous compreniez les enjeux, c'est vrai que d'une manière générale, dans le marché du jeu, c'est pas seulement le jeu de rôle en fait, hein, c'est les points de vente qui sont amenés à proposer le jeu de rôle. Elles sont confrontées à une offre pléthorique, quel que soit le type de jeu, le segment au sein des types de jeux, et elles sont confrontées à une difficulté qui est de proposer donc, aux gens qui leur rendent visite les jeux tout le temps. Donc ça leur demande de faire des choix. Et c'est vrai que il y a quelques années, ils sortaient péniblement un jeu par mois, et puis ils y arrivent avec aujourd'hui, les sorties c'est plutôt combien y en a-t-il par semaine. On n'est pas loin de pour le secteur du jeu, hein, vraiment, on n'est pas loin de ce que connaît la bande dessinée, même si c'est moins florissant que la bande dessinée pour tout un tas de raisons. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui le ressentent en se disant tiens c'est marrant, les placements sur la nouveauté baissent, donc comme la vie d'un éditeur elle est liée au fait d'atteindre ce qu'on appelle le point mort, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qu'il faut vendre pour récupérer l'argent investi sur tous les postes de dépenses. C'est vrai qu'il y a cette tentation, même quand on est installé sur la place du marché et que tout le monde nous connaît et que ça se passe plutôt bien, non pas forcément pour gagner beaucoup d'argent, mais juste pour faire en sorte que la trésorerie se renouvelle, pas par question de profit ou d'appétit du gain, mais juste pour permettre à un autre projet, d'un autre auteur, avec d'autres créatifs, de voir le jour en fait, et de pouvoir faire le lien entre ces deux projets pour aussi vivre de son travail, tout simplement. Après, quand il y a effectivement des escalades, après, j'ai envie de dire, tant mieux pour ceux qui participent, a priori c'est l'idée, mais c'est vrai que ce qui est un peu préoccupant, c'est quand on entend dans le même temps des boutiques dire oui mais on voit plus personne, avant on était l'endroit où les gens se rencontraient, ils donnaient rendez-vous chez nous, et c'était même pas une question de ils donnent rendez-vous chez nous, vous nous achetez quelque chose, non, on était déjà content de les voir, ça faisait du passage, et puis il y a aussi une vertu économique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une rue commerçante et qu'il y a des gens derrière la vitrine, même si ces gens n'achètent rien parce qu'ils se sont donné rendez-vous, ceux qui continuent de passer devant ont l'impression que c'est l'endroit où il faut aller, et peut-être que c'est ceux-là qui vont consommer. Donc c'est plutôt une dynamique générale en fait, il y a plutôt un risque là-dessus en fait.
mais je ne crois pas que ça soit propre au jeu, ni propre au financement participatif, ni au financement participatif du jeu. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est plutôt un phénomène de nous en tant que citoyens et consommateurs. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? C'est plutôt ça la question. Et je pense que s'il y a un risque, elle est plutôt sur les comportements, parce que c'est pas tant nos produits, nos jeux, nos univers, notre pratique, qui à mon avis est menacée, s'il y a une menace. C'est plutôt de se demander de quelle ville nous allons accoucher si demain nous ne sommes plus dans les rues et que nous ne nous rendons plus dans les lieux publics. En fait, c'est plutôt ça pour moi la question. Alors moi j'ai quasiment une triple casquette en tant que client, producteur et éditeur en partie sur la question des financements participatifs. Je pense que déjà le problème le financement participatif, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, mais qui existait déjà avant que ça existe. C'est-à-dire que il y a quelques années de ça, j'ai fait une rançon. C'était avant que Ulule ou Kickstarter arrive. Et à l'époque, je ne sais plus quelle plateforme on avait utilisé, mais c'était déjà grosso modo une plateforme de partie un peu équivalente. Et dans l'absolu, le fonctionnement était presque le même, sauf que le contrat était que si je touche tant de thunes, derrière, je produis un jeu, et le jeu, je le mets à disposition gratuite de tout le monde. C'était le principe des rançons à l'époque. Il y avait Cédric Ferrand qui avait fait ça juste avant. Je crois qu'après moi, on n'a pas été nombreux, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de monde, parce que j'ai pris tellement de retard que ça a tué un peu le principe en fait. Mais ouais, et donc en fait, l'expérience justement de ce retard très long, ce qui m'a fallu 1 an et demi pour sortir le jeu, qui n'était pas un retard dû à un manque de boulot, ou parce que mon chien avait mangé ma copie, ou parce que, comme on a des fois des retours, des excuses un peu bidons sur aujourd'hui, c'était que pendant 18 mois, j'ai dû écrire 4 ou 5 fois le jeu en virant mes versions et en réécrivant tout à zéro, quoi. Parce que ça ne convenait pas, c'était pas bien écrit, bref. Mais du coup, c'est vrai que l'expérience m'a un peu échaudé par rapport, à titre d'auteur, ça m'a un peu échaudé par rapport au financement participatif. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une dynamique de sortir le jeu et puis on essaie de le vendre. Mais cette problématique-là, là, elle rejoint une problématique d'éditeur, c'est que, on parlait des boutiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de placement, les chiffres de vente, etc., on se rend compte que en réalité, il y a beaucoup de boutiques qui ne présentent plus ou presque plus de jeux de rôle, n'en achètent plus, et que l'essentiel des ventes se concentre dans 4-5 boutiques parisiennes, 3-4 boutiques en province, et puis des boutiques sur le net, et puis on a fait le tour, quoi. C'est-à-dire que toutes les petites boutiques qui, ici ou là, dans les petites villes, petites moyennes villes, prenaient des jeux de rôle régulièrement, ne le font plus. Ou ont fermé, ou ne prennent plus que du jeu de plateau. Je prends l'exemple, à côté de chez moi, à Alençon, il y a une grosse boutique de jeux en centre-ville, enfin jeux en bois et tout, et qui ont ouvert une grosse section jeux de plateau, enfin ils ont vraiment du matériel, et il y a 2 exemplaires de Pathfinder. Voilà. C'est le seul jeu de rôle qu'ils vendent. Et je pense que c'est plus parce qu'on leur a demandé, je sais pas en fait. Ou parce que ça faisait partie du pack avec les jeux de plateau Pathfinder qu'ils vendent aussi. Donc du coup, les gens d'Alençon, il faut qu'ils fassent au moins 60 km pour aller acheter des jeux de rôle, voire un peu plus même, alors qu'il y a un club super actif sur place, quoi. Enfin, je veux dire, des gens qui se rencontrent toutes les semaines. Alors est-ce que, à contrario, ça ne pourrait pas participer d'une ouverture au grand public par le succès de certains financements participatifs qui dépassent le premier et le deuxième cercle des rôlistes pour passer dans les grands médias, faire un peu le buzz, faire quelques... Alors après, moi je ne sais pas pour ça, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai l'impression de constater, après je ne suis pas forcément non plus super aware de tous ces trucs-là, parce que les gros financements participatifs, je ne les suis pas. Alors, ma carte bleue chauffe de temps en
temps, mais pour des petites choses. Genre des battle maps sous boc de bière, c'est très très pratique. Mais c'est pas cher et puis ça arrive tout de suite, quoi. 15 jours après la fin du Kickstarter, c'est dans la boîte aux lettres, quoi. Et pour le coup, c'est plus des aides à des créateurs d'aller au bout d'un projet que de toute façon ils vont faire, mais qui est déjà bien abouti, mais pour lequel ils ont besoin d'un peu d'aisance financière pour obtenir des prix corrects et qui participent à tout le monde. Après, il y a plusieurs exemples de petits financements. Je pense au dernier que j'ai soutenu comme Planète Hurlante, voilà, qui sont bien menés et qui proposent pas des choses délirantes non plus, mais c'est pas cher, et puis on sait que ce sera de toute façon disponible que là, puisqu'il n'y aura pas d'impression, même pas d'impression de demande en dehors du Kickstarter. Donc après, moi j'ai l'impression que pour les gros Kickstarter, c'est que fondamentalement ils touchent que la communauté, c'est-à-dire que j'ai pas vu dans d'autres médias Alors en termes de communication, ils vont au-delà de la communauté rôliste, puisque on a pu retrouver sur certains financements récents des articles, même dans la presse généraliste. Donc ça peut permettre peut-être d'accrocher un peu l'attention, mais évidemment ça reste juste en termes d'image, de communication. Est-ce que c'est pas juste le reflet de ce qu'on vit ici aujourd'hui? C'est-à-dire que tout d'un coup, le jeu de rôle se retrouve à l'université, que tout d'un coup, il y a des fois des demandes institutionnelles auprès d'auteurs rôlistes pour faire ceci ou cela, etc. Qu'il y ait toute une génération de gens qui jouent depuis 15, 20 ans, 30 ans, qui sont arrivés maintenant à des postes à responsabilité ou à des postes un peu décisionnels, et qui, parce qu'ils continuent à jouer, parce qu'ils sont dans le milieu, parce que plein de choses, en profitent pour légitimer la pratique, et y compris dans les grands médias. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que dans les années 90, les rédacs chefs n'avaient jamais joué et ne connaissaient pas les jeux de rôle, donc voilà, et qu'aujourd'hui, un rédac chef, ou même un chef de rubrique, peut peut-être avoir 45 ans de balai et à jouer dans les années 80, et même peut-être après, c'est peut-être lié à ça, quoi. Mais il y a aussi un truc, pour finir sur le positionnement en tant qu'éditeur aussi, c'est que bon, il y a le problème des boutiques qui peut éventuellement pousser à faire des Kickstarter, mais en réalité il y a plein d'autres solutions qui sont tout à fait qu'on peut explorer et qui ne sont pas de l'ordre du Kickstarter. Il y a Lulu, il y a faire des boutiques en ligne, composer la boîte à eux à un moment donné. Il y a plein de solutions pratiques qui ne sont pas liées au financement participatif et qui peuvent amener les mêmes, vider les boutiques et quand même remplir les poches des éditeurs et des auteurs derrière. En tout cas des éditeurs. Je sais pas, il n'y a pas que des éditeurs qui se lancent dans le financement participatif. Non, mais après, pour revenir sur la question initiale qui va vous dans le détail, je pense que pour vivre le jour au présent sur la relation à l'achat, en fait, je pense qu'il faut s'intéresser à la création, quoi, c'est-à-dire à leur jeu, à ce qu'on publie, et vraiment s'y intéresser, c'est-à-dire venir les rencontrer, leur poser des questions. Tout le monde est aujourd'hui assez accessible. Et je pense que faites-vous une opinion, quoi. Sortez de vos habitudes de jeu, en fait. Allez regarder une génération d'auteurs qui existe et qui propose des choses innovantes. Alors pas toujours aussi innovantes que certains jeux conceptuels qui vont faire des bonds en avant sur vraiment ce qu'est la pratique du jeu de rôle, parce qu'ils vont défricher de votre territoire, et c'est important. Mais dans tout secteur, il y a toujours des gens qui défrichent, il y a toujours des challengers, il y a toujours des gens qui sont plutôt dans le côté de la R&D. Voilà, il y a des gens qui font aujourd'hui en création des campagnes sur des thèmes qui peuvent vous paraître éculés. Si un éditeur les publie, qui pense que c'est pertinent, c'est pas seulement parce qu'il se dit l'Heroic Fantasy ça marche, j'ai regardé les stats sur le Groy, ça va le faire. En avant tout, quoi. Non, c'est aussi parce qu'ils pensent que ça va être sympa, on va s'amuser, quoi. Et qu'il y a une histoire qui ma foi, est originale. Donc intéressez-vous-y, c'est surtout. Enfin, c'est ça l'avenir, quoi. Ça me fait une excellente transition pour le thème suivant, que j'ai intitulé Territoires inexplorés.
Effectivement, on a vu une présentation du travail du GROC tout à l'heure, et c'est assez impressionnant de voir le nombre de jeux qui existent, le nombre de catégories qui sont bien remplies, etc. Et ce que je voulais vous demander, c'est si, à votre avis, il reste encore des thèmes ou des époques à traiter, des choses qui pourraient paraître un peu nouvelles, un peu fraîches, qu'on n'aurait pas déjà vues partout. Est-ce que vous avez, peut-être que tout le monde ici a peut-être son idée sur le créneau qui resterait à prendre, le jeu qu'il faudrait faire? Est-ce que vous voyez, il y a des choses qui sont moins traitées que d'autres? Ouais. Moi, le premier thème qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui touche comment dire, à l'intimité, aux relations amoureuses, tout ce domaine-là qui est relativement peu traité dans le domaine du jeu de rôle, parce que considéré, alors pas forcément à tort, parce que c'est vrai que c'est difficile, parce que ça relève du dévoilement devant d'autres personnes, on a un certain aspect pudique. Il y a des jeux pas encore sortis qui peuvent s'y essayer, il y a des jeux déjà sortis comme Breaking the Ice, Nick Arbos qui s'y essaye justement en décrivant des rendez-vous. Il y a Frédéric Sintès qui sortira, j'espère, un jour, Les Cordes Sensibles, mais qui a été très critiqué pour ça. Après, sans juger de la qualité du jeu lui-même, qui a été critiqué pour le fond même de son jeu, c'est-à-dire on lui a dit j'ai pas envie de jouer un cancéreux, ça va, merci, je joue au jeu de rôle pour m'évader. Ok, sauf que c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi les gens vont voir des drames français au cinéma? Pourquoi est-ce que on parle de tel thème? Pourquoi est-ce que le jeu de rôle, lui, devrait se contenter de rêves de puissance et ce genre de choses? Pour moi, c'est le domaine qui est le moins exploré. Après, comme en littérature, on dit que toutes les histoires ont été racontées, en film, toutes les histoires ont été montrées, reste la possibilité d'un point de vue sur un domaine et de ne pas refaire toujours les mêmes choses. Mais là, c'est un autre sujet. Comme les running gags sont souvent les meilleurs, je voulais vous dire, si on regarde la couverture du magazine Ravage, actuellement en kiosque, alors Ravage c'est plutôt de la figurine, mais ça touche aussi des univers qui sont proches de ceux du jeu de rôle, qu'est-ce qu'on voit? Ah, des zombies. Si je regarde le magazine Dissident, qu'est-ce qu'on voit? Ah, des zombies, etc. On peut le faire comme ça, avec beaucoup de jeux actuellement disponibles. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est ça. Il y a plein de thèmes qui ont déjà été traités. Après, en termes de système de règles, il y a tout à faire, j'ai envie de dire. Il y a infiniment de trucs extrêmement intéressants à tester. Là, on en est au début. Enfin, je ne sais pas si, pour moi, on en est à la première phase de la théorisation. Ceux qui disent oui, mais c'est que de la théorisation, ça ne sert à rien. Bah, regardez Dogs in the Vineyard, Sorcerer. Enfin, tous les gens qui sont des grands théoriciens ont aussi écrit des jeux de rôle qui sont extrêmement intéressants, extrêmement novateurs. Et du coup, je pense qu'en termes d'exploration des thèmes qui ont déjà été abordés, typiquement le Far West, oui, c'est déjà fait, mais jamais dans la façon dont on l'a fait Dogs in the Vineyard. C'est extrêmement intéressant et du coup, il y aura énormément de choses qui vont sortir, pas forcément dans des thèmes nouveaux, mais dans des nouvelles façons de traiter les thèmes, avec des systèmes qui permettent de traiter les thèmes de manière efficace. Alors moi je vais me lever un peu en faux contre, enfin bref, je suis pas vraiment d'accord avec vous deux. Voilà, jouer l'intimité, mettre l'intimité comme au centre d'un jeu ou le concert ou la parentalité ou peu importe. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, à titre personnel, je le fais dans mes jeux, enfin, je le fais dans mes parties. Je traite du suicide, je traite du deuil, de la parentalité, de plein de choses, avec les personnages qui sont autour de la table, en fonction de ce que les joueurs ont envie de jouer et comment. Mais tout ça en jouant à Warhammer, en jouant à Cyberpunk, en jouant... j'ai pas super l'impression... j'ai pas envie de jouer à des jeux fermés, ce que moi je considère comme des jeux fermés, qui racontent un truc et qui racontent que ça. Jouer à Dogs in the Vineyard m'intéresse pas plus que ça, pour plein de raisons, mais aussi parce que la structure narrative du jeu, enfin la structure autour de la table, de la manière dont la partie se passe, parce que j'ai lu le jeu, même si j'ai pas joué, j'ai quand même lu le truc. Voilà, à titre personnel, ça ne me branche pas, ça ne branche pas super mes joueurs, non plus, il faut le dire. Après, quand on parle de système de jeu, etc., moi je me faisais la réflexion tout à l'heure sur le site de Fertile,
que le corpus qui était présenté était très réduit, et voilà, c'était un corpus forgien, essentiellement. Et je me faisais la réflexion que... Fiasco, Hein Fiasco, c'est pas un jeu forgien. Pas du tout. Ouais, mais bon, on pourra en parler, mais Fiasco, c'est pareil, moi j'ai lu le truc et j'ai pas envie d'y jouer, quoi. C'est pas un jeu qui m'intéresse. Jouer des losers qui vont... voilà, c'est pas sexy, quoi. Par contre, le faire sur une partie de Warhammer et faire en sorte que les joueurs se plantent à mort et prennent toutes les mauvaises options et tous les mauvais choix, ça c'est drôle. Avoir un jeu qui tourne uniquement autour de ça, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas... Voilà, enfin, à moi, quoi. Mais je me faisais la réflexion que, voilà, fondamentalement, le Vide Fertile, il est là depuis le premier jeu en 1974. Il était dans le premier jeu, et c'est pour ça que le jeu de rôle a existé et qu'il a continué, et que le jeu s'est pas vautré et a pas fait et a trouvé son public. C'est parce que en réalité, il était déjà dans les règles où tu crées un personnage, tu affrontes une adversité. Tu évalues ton personnage face à une adversité, tu gagnes de l'expérience, tu réévalues ton personnage face à une autre adversité plus forte, tu regagnes de l'expérience, et le Vide Fertile, tout ça. Et donc tu avais un cercle vertueux, parce qu'en réalité c'est un principe de cercle vertueux, et au centre, le Vide Fertile, c'était comment en creux donner une idée de l'héroïsme, ou en tout cas une idée du voyage du héros aux joueurs, et c'était séminal, enfin, c'est séminal au jeu de rôle, ce truc-là. Et en réalité, si tu observes bien la plupart des systèmes de jeu, enfin, je pense, cette histoire de cercle vertueux qui existe, c'est la marque de fabrique de tous les jeux qui ont duré et qui ont bien marché. C'est-à-dire que tous ceux dont le système de jeu, à un moment donné, t'envoie dans le mur parce qu'il y a une force centrifugale qui t'éjecte de cette boucle vertueuse, centripète. Ouais, on hésite toujours à le dire. Voilà, centripète. Et en fait, les jeux qui fonctionnent bien, c'est des jeux qui effectivement ont ce cercle vertueux qui par le système et par un enchaînement d'adversité, récompense, tension, etc., finit par créer quelque chose qui se nourrit lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est, enfin, de mon point de vue, qui est dans tous les jeux, et qui est dans tous les... ce qu'on pourrait dire les bons jeux, y compris dans les jeux mainstream et tout ça, quoi. Donc du coup, c'est vrai que je suis beaucoup moins sensible à cette question des nouvelles thématiques qu'on ose autour d'une table aborder des choses plus adultes, plus compliquées, etc. Ouais. Mais la question des nouvelles thématiques, elle est casse-gueule pour moi, à ce niveau-là. Juste pour moi, ça revient encore, on est encore dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose en plus. Ça n'enlève pas la possibilité de jouer comme je le fais aussi moi régulièrement, la possibilité donc d'aborder ces thèmes-là par Warhammer, par autre chose. Après, il y a des gens qui pourraient dire ouais, mais gagner des niveaux, ça m'intéresse pas, ce que je veux, c'est plutôt vivre du drame. Et là, pour le coup, c'est la possibilité de leur offrir aussi des jeux. Et l'autre aspect qui me paraît intéressant, c'est que ces jeux, en se centrant sur un thème, permettent de les aborder sous plusieurs angles, plusieurs parties différentes. Alors après, effectivement, c'est un autre paradigme, c'est-à-dire que c'est plus un personnage qu'on va suivre forcément sur plusieurs parties, ça peut être plusieurs fois, on fait des nouveaux personnages et on re-explore la chose, mais sous un angle différent. Après, effectivement, voilà, c'est juste quelque chose en plus, je pense, et qui permet d'explorer un thème autrement. Alors, moi, pour répondre à ta question, je vais parler de comment je vis mon métier, en fait, parce que c'est vraiment un petit mot, c'est pas seulement une opinion, c'est-à-dire que ce que je pourrais être amené à vous dire, ce que je fais, ou pas de ce que je fais, précis. Souvent, quand on parle à l'éditeur, on a l'impression que c'est juste quelqu'un qui fabrique des produits et qui les vend, en fait. Quand on les fait, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est vrai qu'il fait ça, mais il ne fait pas que ça. En fait. Il construit aussi, il participe à la construction d'une mémoire, d'un média, il administre le patrimoine, c'est-à-dire qu'il est aussi l'auteur, il ne confie pas seulement la mise en forme, il lui confie aussi le fait que pendant les prochaines 70 ans, cette personne va s'assurer que ses droits sont respectés, que sa volonté est respectée, et qu'il va rencontrer le public qu'il a envie d'avoir. Et aujourd'hui, on parle souvent du fait qu'il y a différentes attentes chez les joueurs, c'est-à-dire ah, nous on veut jouer l'Heroic Fantasy, ou nous on veut jouer des campagnes. Mais en fait, avant qu'il y ait ces attentes-là, du côté de la demande, en fait, du côté de l'offre, les auteurs aussi, ils ont des envies. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez peu abordé, mais
pour les gens qui publient du jeu de rôle, il y a des gens qui se pensent effectivement comme des game designers, c'est-à-dire que ce qu'ils ont envie de faire, c'est de transmettre une sensation, de faire naître une émotion. En fait, ils sont conscients que, je fais référence à une partie de la définition que donnait Dominier hier, ça arrive l'espace sensible pour ce qui est l'art, et effectivement, il y a des gens qui sont inscrits là-dedans et ils ont envie de proposer quelque chose qui va susciter l'émotion. Donc là, on peut avoir une galerie des jeux en fait, qui travaillent là-dessus, et effectivement, l'univers, et je parle bien d'univers et pas de monde, c'est-à-dire le contexte, en fait, ça va effectivement être l'émotion. Il y a des auteurs de jeux de rôle qui, eux, inventent des mondes, et ils se pensent comme des architectes, des démiurges. Et en fait, ils ne sont pas convaincus qu'il n'y ait pas de rupture entre les règles et le background, ils ne le vivent pas comme ça, ils ont envie de nous emmener en voyage, et finalement, ça les intéresse assez peu, c'est-à-dire que ce qu'ils ont envie, c'est de partager les rêves qu'ils ont, et ces rêves, ils sont un peu figuratifs, donc finalement, que vous jetiez des 20, des 100, pour eux, c'est pas très très important. Et vraiment, ça existe, donc c'est pour ça que moi j'ai une collection où il y a des gens qui s'y inscrivent parce qu'ils sont très contents de trouver un système tout fait, et ce qu'ils veulent, c'est présenter une création. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que ces auteurs-là, très vite, ils vont se détacher peut-être du jeu, souvent, et ils vont parce qu'ils ont aussi une autre force d'écriture qui fait qu'ils n'ont peut-être pas encore le courage ou suffisamment de confiance en eux pour attaquer un autre média qui serait qui serait moins ludique ou même pas du tout ludique, et ils font leurs armes en fait dans le jeu de rôle. Et ils apprennent à travailler leur écriture. Parce que Qui serait un peu moins intime, qui serait moins. C'est pas forcément moins non, c'est pas forcément moins intime, c'est que je pense qu'ils ont une relation à la fiction qui vient par le jeu de rôle. Peut-être qu'ils ont passé plus de temps à jouer avec des amis qu'à lire, et en même temps ils ont envie d'écrire. Donc ça leur paraît plus naturel d'écrire du jeu de rôle, et puis ils vont finir par s'apercevoir que cette démarche-là, c'était l'étincelle. Et puis vous allez les retrouver, et il y en a aujourd'hui, hein, enfin, on en connaît tous, je ne vais pas donner des noms là, parce que je vais peur d'oublier, donc faire du tort à quelques-uns, mais vous avez un certain nombre d'écrivains, y compris de littérature générale, qui sont des rôlistes, hein, et qui ont publié sous leur nom des jeux de rôle. Et puis vous avez vraiment ce que j'appelle l'auteur de jeux de rôle accompli, c'est-à-dire la personne qui effectivement, que le sujet soit intime ou non, se dit, moi j'ai un propos, alors qui peut être totalement entertainment, c'est-à-dire mon propos c'est la violence des combats de gladiateurs, qui va décrire un univers qui est les arènes de gladiateurs, ce qui se passe dans les coulisses, la traite des esclaves, le fait qu'on va aller chercher les mecs dans des pays étrangers parce que le fait c'est des brutes, et puis on entretient aussi une mythologie du colonialisme, enfin voilà, on parler de ça. Et puis il y a un système de combat robuste, parce que quand même le but du jeu c'est de se mettre des tarnioles, quoi, et il faut que ça marche, quoi. Ou ça peut être d'adapter une œuvre littéraire et d'essayer de la faire redécouvrir, ou de la faire découvrir selon sa perception. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde, parce qu'il y a eu une adaptation cinématographique qui a pu faire débat, mais qui en même temps est là, qui a le mérite d'exister. Tout le monde connaît Tolkien, tout le monde connaît Seigneur des Anneaux, beaucoup de gens ont vu le film. Il y a eu différents jeux qui ont adapté Tolkien, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'avait pas les mêmes sensations de jeu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien un travail d'adaptation, ça existe. Donc, je pense que ce qu'il faut déjà clairement identifier, c'est qu'est-ce que vous attendez du jeu de rôle. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt, est-ce que vous attendez, c'est pas seulement forcément un univers ou une ambiance. C'est même déjà aussi par rapport à la table où vous êtes. Et je pense que souvent la clé pour trouver son jeu de rôle, c'est de regarder le catalogue d'un éditeur, pas seulement à l'aune de son goût personnel, mais d'avoir eu une première discussion avec les autres, se dire, ok, mais à quoi on va jouer ensemble en fait. Et de se demander, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Et surtout, ne pas s'arrêter à se dire, est-ce qu'on veut jouer ensemble à de l'héroïque fantasy ou de la science-fiction? Non, est-ce qu'on veut jouer ensemble un jeu de rôle dans lequel on va développer des personnages? Est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que ce qu'on veut, c'est développer la dramaturgie? Est-ce que ce qu'on veut en priorité, c'est participer à l'élaboration d'un monde, quitte à ce que ça soit notre monde et pas du tout la proposition initiale? Et on va se rester dans une démarche où très vite on va se détacher d'une éventuelle collection, si cet univers est suffisamment fort et qu'il a eu une gamme. Voilà, je pense que s'il doit y avoir une étape suivante de maturité dans le jeu de rôle, c'est de regarder tous les critères qui nous font jouer et de se tourner dans sa pratique vers des éditeurs ou des segments de catalogue, d'offres, d'auteurs qui nous correspondent, et pas seulement de regarder si c'est quel type de dé et si c'est des fantasy ou pas. Je vais prendre un peu de risque là. Déjà, tout ce que tu viens de décrire, en gros, c'est la proposition de l'ENS, c'est d'abord réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on cherche dans le jeu de rôle pour pouvoir choisir mieux le jeu de rôle, mais c'est assez compliqué parce que, en fait, même les jeux de rôle, les auteurs ne sont pas forcément conscients de cette proposition-là, ils l'expriment pas forcément clairement au début du jeu.
Et juste pour rebondir sur ce que disait Grimm, je suis assez d'accord avec toi qu'en vrai, dans la plupart des systèmes de règles, tu peux traiter la plupart des questions. Tu peux traiter la question de la parentalité dans Warhammer. La question que va poser la Forge est peut-être un peu Fabien, enfin, j'en suis pas sûr, hein, mais c'est là où je m'avance beaucoup sur ce que tu penserais. C'est peut-être qu'il y a des systèmes qui sont plus adaptés pour traiter certaines questions que d'autres et qui vont faciliter certaines questions auprès d'un groupe. Et si un groupe veut effectivement traiter ce type de questions-là, ils ont plutôt tendance à utiliser certaines mécaniques. Et typiquement, si tu veux traiter des choix moraux, peut-être que Dogs in the Vineyard est plus adapté que le D6 ou quoi que ce soit. Peut-être qu'effectivement, avoir un couteau suisse, c'est super pratique parce que tu peux tout faire. Et c'est vraiment hyper intéressant de tout pouvoir faire sur une campagne. Ça permet de faire des trucs extrêmement intéressants, notamment sur des campagnes à long terme. Mais en même temps, de temps en temps, tu as juste une grosse bûche à couper. Et là, c'est bien d'avoir une scie sauteuse, une tronçonneuse, parce que ça va t'aider. Après, ça c'est juste une vision que j'ai pour l'instant et je ne suis pas du tout sûr que Fabien m'appuiera ou pas. Je vais te répondre, je peux répondre très vite. Quand tu as un groupe de jeu qui n'a pas envie de jouer les conflits moraux et tout ça, tu ne vas pas leur proposer de Zenvaner, tu leur proposes un Warhammer. Et tu prends le Warhammer, et dans le Warhammer tu mets des conflits moraux. Et là, les joueurs, ils y vont parce qu'ils jouent au Warhammer. Et ils ne se posent pas la question de... Et ils répondent au conflit moral. Et ils se disent, merde, ouais, je fais ci, je fais ça. Et tout d'un coup, il y a une discussion autour de la table. Et tout d'un coup, il y a des choix de fait, et des choix décisifs, et des choix signifiants. Et ça, tu l'as obtenu, mais c'est pas une question de... Enfin, je pense que c'est une question de maturité. C'est une question, à un moment donné, d'avoir envie de le faire, et puis d'amener à le faire. Voilà, c'est... Et le problème des jeux trop fermés, j'ai l'impression, enfin moi c'est mon problème à moi, c'est que ça ne me donne pas envie d'y jouer en fait. Par contre, si dans un jeu plus large, on m'amène dans une situation où, eh ben j'embrasse la situation et on y va quoi. Alors, comme je crois que la conclusion, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup envie de poser des questions et de parler, Voilà, comme on et a que la table a exprimé que c'est aussi à vous de dire comment est-ce qu'on rêve le jour de demain, et ben go.